Une émission proposée par Hype FM. Non à la venue d'Erdogan en France. Le Premier ministre turc est arrivé hier à Paris dans le cadre d'une tournée dans les communautés turques d'Europe en prévision de l'élection présidentielle qui aura lieu en août en Turquie. Un déplacement qui s'accompagne de rencontres officielles et de meetings communautaires. Et c'est ainsi que Recep Tayyip Erdogan montera aujourd'hui à la tribune du Grand Parc des Expositions de Lyon, Eurexpo, pour une réunion publique destinée à séduire la communauté turque de la région Rhône-Alpes particulièrement importante. Un meeting qui inquiète fortement les démocrates, les défenseurs des droits de l'homme, que la visite d'État du Premier ministre turc a pris de court et qui rappelle que le régime autoritaire d'Erdogan porte atteinte à la laïcité et viole les droits humains en Turquie. Les organisations alévis et kurdes ont également fait part de leur indignation et bien sûr les représentants de la communauté arménienne qui redoutent par-dessus tout les propos négationnistes qui pourraient être tenus aujourd'hui à Lyon. Pour faire le point sur cette visite et cette conséquence, en studio avec nous ce matin Mourad Papazian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-président du CCAF. Nous serons en ligne durant cette émission avec Michael Kazarian, président du CCAF Rhône-Alpes. Également Johan Bir, responsable de la région Europe et Turquie pour Reporters sans frontières, l'organisation donc qui dénonce les atteintes à la liberté d'expression et en particulier donc celle portée aux journalistes. Un journaliste sera également en ligne avec nous de Turquie, Erol Oskoray, que nos auditeurs connaissent bien, qui fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires pour son livre, Le phénomène Gezi. Et nous serons également en ligne avec un responsable du Nur Serunt, Loris Toufanian. Alors, sans plus attendre, Mourad Papazian, cette visite, je le disais en préambule, a pris de court, car, il semble-t-il, cette visite n'a pas été annoncée et la venue de Recep Tayyip Erdogan s'est faite un peu en catimini. C'est une visite qui n'a aucun caractère officiel. Il vient en France dans le cadre d'une tournée européenne électorale pour promouvoir sa candidature, puisque les Turcs d'Europe votent à l'élection présidentielle qui va se dérouler c'est la première fois que c'est au suffrage universel. Absolument, au mois d'août. Et donc Erdogan, qui entretient tous ses réseaux en Europe, a décidé de faire une tournée. À l'occasion de cette tournée, a demandé un entretien avec le président de la République française hier. Et donc cette visite, vous l'avez remarqué, n'a pas de caractère officiel, pas une ligne dans la presse, pas une ligne sur Internet, pas une ligne sur les réseaux sociaux, pas une ligne sur le site de l'Élysée, à part 3 photos où on voit les deux, le chef d'État français et le chef du gouvernement turc, assez tendus, dans une posture assez tendue. Donc véritablement, aucun écho n'a voulu être donné par la France à cette visite qui n'a aucun caractère officiel. Et je pense même que les autorités françaises sont mal à l'aise par rapport à l'organisation de ce meeting à Lyon. Il n'a pas été reçu par le maire de Lyon non plus. Il avait demandé un rendez-vous. Et donc, je pense que Erdogan est véritablement en train de s'isoler, à la vérité. Mais on a l'impression quand même qu'il y a une prise d'otage des responsables français. Il vient en France en tant que Premier ministre turc à la rencontre de ses électeurs potentiels. De là, il décide d'organiser un meeting. C'est dans la sphère, on va dire, privée, mais sa présence à Paris entraîne une rencontre avec le chef de l'État. Ça devient une visite d'État. Non. Et quelque part... Non, ça ne devient pas une visite d'État. Une visite d'État est une visite c'est présenté comme tel, c'est pour ça. D'accord. Non, c'est pas du tout une visite d'État. Si vous allez sur le site de l'Élysée, c'est entretien avec le président de la République française. Donc ça n'a aucun caractère officiel. La visite d'État, c'est le grade suprême d'une visite officielle. Donc c'est un abus de langage, alors. C'est tout à fait un langage, c'est absolument pas approprié et c'est absolument pas la vérité. Donc je vous disais, on a l'impression que les autorités françaises, alors que ce soit le chef de l'État ou le maire de Lyon qui a réussi à se dégager et à ne pas accepter de recevoir Recep Erdogan, sont quelque part un peu pris en otage. Oui, c'est difficile de refuser un entretien. C'est compliqué de refuser à partir du moment où les relations entre les deux États sont officielles. Difficile de refuser un entretien. On peut lui donner le caractère le moins officiel possible, dans un format le plus court possible, sans aucun journaliste présent. C'est ce qui s'est produit en fait hier. Et donc ça montre le peu d'intérêt que la France donne à cette visite. Une façon de marquer une désapprobation sans pouvoir le dire officiellement, les autorités évidemment. turques l'ont très très bien compris.
Alors la mobilisation, elle est à Lyon aujourd'hui, puisque la rencontre hier a été faite un peu rapidement en catimini. Il y a eu aussi précédemment une tournée qui s'est arrêtée à Vienne, où les autorités autrichiennes étaient là aussi gênées, mal à l'aise avec la présence du Premier ministre turc et les meetings qui ont été organisés autour de sa venue. Aujourd'hui, à Cologne aussi. Donc en Allemagne, où évidemment les Turcs sont très nombreux. Il a été très mal accueilli et par les médias et par les autorités. La tournée européenne d'Erdogan est un fiasco sur le plan des relations officielles avec les États. Les États ont compris, l'Europe a compris qu'il profitait de cette tournée pour aller chauffer à blanc les communautés turques et leur demander d'éviter l'intégration, de rester turcs là où ils sont et d'être les ambassadeurs de la Turquie dans tous les pays d'Europe. Et donc, ça ne peut que provoquer la désapprobation en fait des chancelleries occidentales. Ce qui avait été dit mot pour mot lors d'un meeting à Strasbourg, si je ne me trompe pas, où il avait répété à plusieurs reprises. Où on disait aux Turcs de France, ne vous intégrez pas, mais soyez les ambassadeurs de la Turquie en France. Oui, en prenant des postes et des fonctions, en s'impliquant dans la vie politique intérieure. La vie politique, les partis, les syndicats, les organisations patronales, les organisations de jeunesse. Pour servir de levier. Soyez les ambassadeurs de la Turquie. Alors, ce qui est une attitude républicaine. Et anti-européenne aussi, puisqu'elle vise uniquement à servir un peu de cheval de Troie, à transformer la communauté turque. Exactement. Alors s'il y a beaucoup de Turcs en France, effectivement, c'est une réalité. En Allemagne également, parmi ces Turcs, il n'y a pas que l'émigration économique qui pousse des ouvriers, des paysans turcs à venir chercher du travail en France. Il y a aussi des intellectuels, des hommes et des femmes qui ont trouvé refuge, eux, en France ou en Allemagne pour échapper aux persécutions et qui, eux, ont organisé quelque part la résistance face à cette venue de l'opposition et qui aujourd'hui se mobilisent contre cette visite du Premier ministre turc à Lyon. Et donc nous allons nous rendre sans attendre à Lyon où nous allons retrouver Michael Kazarian. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc, je le disais en préambule, le président du CCAF Rhône-Alpes. Alors expliquez-nous un peu quelles sont les démarches que vous avez entreprises depuis hier face à cette arrivée de Recep Tayyip Erdogan. En fait, nous avons su assez tardivement que M. Erdogan allait finir sa tournée, si je puis dire, à Lyon aujourd'hui. Et nous nous sommes tout de suite réunis et nous avons immédiatement demandé un rendez-vous officiel au préfet de région. Avec M. Erdogan ? Au préfet de région, c'est-à-dire aux représentants de l'État français. D'accord. Nous considérons qu'en premier lieu, nous protestons d'abord contre l'État français qui permet la tenue de ce meeting électoral ici même à Lyon. Donc, nous avons envoyé un courrier très urgent au préfet de région qui a accusé réception immédiatement et qui nous a donné rendez-vous hier à 17h, je vous en prépare tout à l'heure. Et effectivement, parallèlement à ça, nous avons décidé, une sorte de provocation, de demander à l'occasion de la visite de M. Erdogan à Lyon, de lui demander un rendez-vous officiel par le biais du consulat général de Turquie. Bon. Alors, pour ce qui concerne j'ajoute que très tôt nous avons été contactés, nous sommes en relation avec la Fédération des Alévis de France, cette organisation qui est à l'origine donc du rassemblement de tout à l'heure Place Carnot. Oui, alors j'en ai pas encore parlé. Dites-nous rapidement avant de développer la suite. Donc il y a un rassemblement aujourd'hui. La mobilisation des communautés est effective. Tout à fait. Il y a un rassemblement qui est organisé à midi et 15h Place Carnot à Lyon, centre-ville. Cette autorisation a eu du mal à arriver, d'ailleurs, je dois dire. C'est pour ça que c'est un petit peu flotté de la part des autorités, de la part des Alévis également, parce qu'on ne savait plus trop si cette manifestation allait pouvoir se tenir dans un cadre, je dirais, autorisé, mais c'est le cas. Donc après, les Alévis ont été rejoints, bien sûr, par les Arméniens, mais par les Kurdes. Puis le Parti communiste français a également appelé à participer à la manif, au rassemblement, le Front de gauche. Enfin bref, il va y avoir, je pense, un rassemblement assez hétéroclite, mais disons dans le but
le but est bien le même, protester contre le passage et la tenue de ce meeting de M. Erdogan à Lyon. Alors, le discours que tient le président du Centre culturel des Alevis de Lyon, dont vous parliez à l'instant, concerne la politique évidemment menée par Recep Tayyip Erdogan en Turquie, contre les minorités, contre les droits des minorités qui sont perpétuellement bafoués, mais également les droits syndicaux, la démocratie en général. Voilà. C'est ce mot d'ordre qui va présider ce rassemblement ? Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, il s'agit d'un rassemblement de protestation contre tout à fait politique, presque de politique intérieure, je dirais, à la Turquie, auquel s'ajoute bien évidemment l'aspect droit de l'homme, parce que M. Erdogan est quand même à la tête, a une personnalité quand même assez marquée, on va dire, en matière de droits de l'homme, et il est à la tête d'un État, comme vous le savez, qui est corrompu et qui emprisonne les journalistes et qui n'est pas et qui n'est pas une démocratie au sens où nous l'entendons nous-mêmes. Donc, c'est évident que, je crois que vous avez parlé tout à l'heure de Reporters sans frontières, il y a tout un tas de gens de la société civile qui, au-delà de l'aspect, je dirais, intérieur turc, se joignent à cette manifestation pour protester contre la tenue de ce meeting. Alors, comment se situe le CCAF alors dans ce rassemblement ? Est-ce qu'il va y avoir un mot d'ordre particulier concernant les Arméniens ? Disons que le CCAF se tient dans un cadre un peu plus, je dirais, institutionnel. Nous avons eu des contacts, nous avons été reçus par la préfecture d'une part, nous avons pris contact avec le consulat de Turquie d'autre part. Nous avons eu d'ailleurs un contact, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Et puis, bien sûr, sera présente à la manifestation, puisqu'une délégation officielle sera présente aux côtés des Alevis et à leur demande cet après-midi. Après, il y a, je dirais, l'aspect plus militant et, par exemple, le NOS et d'autres, la jeunesse militante de la communauté, qui a commencé déjà à tracter, à faire des campagnes d'affichage dès hier dans Lyon, appelle officiellement à manifester avec tout à fait. Rôle, etc. Et nous serons tout à l'heure, au cours de cette émission, en direct avec l'un de ses représentants. Lyon a été le théâtre de manifestations turques particulièrement difficiles lors du combat mené contre le négationnisme, au moment de l'érection à Lyon de ces stèles de la mémoire du génocide. Est-ce qu'on peut craindre des débordements aujourd'hui, une exacerbation des esprits et une manifestation du négationnisme ? En tout cas, c'est la crainte que nous avons et c'est celle que nous avons clairement exprimée à la préfecture hier. Au cours de notre entretien qui a duré environ 1 heure, nous avons dit à nos interlocuteurs que 2006 à Lyon a été le théâtre d'une manifestation négationniste très dure, qui d'ailleurs, nous l'avons rappelé, a, comme un fait exprès, sans doute occasionné à l'époque le départ dans les semaines qui ont suivi du préfet de l'époque. Nous avons demandé à la préfecture, certes sans grand espoir, d'interdire cette manifestation, enfin, ce meeting, car il pourrait être malheureusement, c'est ce qu'on craint. Il pourrait générer des troubles à l'ordre public. On le voit bien. Cette tapanage un peu hétéroclite qui va se retrouver dans les rues de Lyon cet après-midi. On peut craindre également aux abords du meeting. Certes, la préfecture s'est débrouillée pour sécuriser les lieux. À sécuriser bien évidemment les lieux, mais c'est de son devoir, mais à mettre ce meeting à l'extérieur de Lyon, puisque initialement la Turquie voulait faire ça à Gerland, c'est-à-dire en plein Lyon, si vous voulez, et là ça se passera à Eurexpo, c'est à une vingtaine de kilomètres de Lyon, dans un cadre fermé, nous a-t-il dit. Ils attendent en tout cas plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont arriver, semble-t-il, par car, par autobus, par voiture. Oui, une vraie organisation. Voilà, une vraie organisation. Et nous avons vécu ça en 2006, vous l'avez rappelé, à l'occasion de l'érection de ce mémorial, en plein centre-ville de Lyon, où malheureusement Lyon et, je dirais, Rhône-Alpes, de manière plus large, est le berceau des éléments les plus radicaux de la communauté turque, les éléments tels que les louveries, etc. On peut tout craindre, si vous voulez, dans pareille manifestation. Je ne le souhaite pas, nous ne le souhaitons pas. En toute date cause,
Nous n'avions pas besoin de cela à Lyon et c'est ce qu'on est allé dire à monsieur le préfet. Nous avons estimé qu'en permettant la tenue de ce meeting à Lyon, en recevant monsieur Erdogan, certes dans un cadre plus que réduit à l'Élysée, on pouvait imaginer ou traduire ça comme un soutien à la candidature ou à la personnalité de M. Erdogan. Je crois que c'est en tout cas le message que nous avons porté assez fermement hier. Le préfet était très embarrassé et il nous a expliqué qu'effectivement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas une visite d'État, ça c'est bien clair. Mais bon, c'est un premier ministre. L'ambiguïté, elle est là, c'est-à-dire que c'est une campagne électorale dans un circuit privé. C'est une association privée qui a loué et payé la salle de la Expo cet après-midi. Il y aura un service d'ordre privé, il y aura des autobus. Pour entrer dans le meeting, sachez qu'il faut être, les accréditations ne sont données qu'au compte-gouttes, puisqu'il faut donner sa carte d'identité, il faut payer sa place. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez ubuesque. Donc voilà, la préfecture dit simplement, c'est un un Premier ministre, il est sur le sol français, il est de notre devoir, pendant les quelques heures qu'il va passer dans la région, de sécuriser de se mobiliser. Voilà. De se mobiliser pour faire entendre les voix qui soutiennent les droits des défenseurs des libertés en Turquie. Tout à fait, c'est leur devoir. Et quant à au consulat de Turquie, sans doute assez étonné de notre lettre, j'ai été contacté par un fonctionnaire du consulat de Turquie à Lyon, qui curieusement m'a appelé pour d'abord valider et vérifier que la demande en question émanait bien du CCAS. Votre demande de rendez-vous avec Erdogan, c'est ça ? Voilà. Donc je vous rassure si jamais vous étiez inquiet, mais nous n'avons pas eu malheureusement, ce rendez-vous, puisque si nous l'avions eu, c'est ce que j'ai dit hier aux journalistes de Zaman qui me demandaient mais pourquoi ce rendez-vous, comment se fait-il, etc. Je lui ai expliqué que le CCAS, puisque M. Erdogan venait sur nos terres, entre guillemets, à Lyon, nous voulions saisir cette occasion pour lui dire directement que ce n'étaient pas des condoléances que nous attendions. Mais bien plus. Mais bien sûr, c'était des excuses, c'était de la repentance, c'était se mettre autour d'une table pour discuter des réparations, et ceci à la veille du 100e anniversaire du génocide arménien. Voilà, donc il savait bien que c'était pour ça, sans doute, et c'est pour ça qu'on n'a pas été reçus. Bien, merci Michael Gazarian. On vous laisse partir puisque vous allez donc rejoindre le rassemblement qui va avoir lieu à partir de midi, à l'appel principalement donc des Alévis, vous nous l'avez expliqué. La Fédération des Alévis de France, voilà. Il y a également 2 ou 3 associations kurdes, arméniennes. Il y a le Front de gauche qui s'est rallié à cette manifestation. Le Parti communiste. Enfin, et les démocrates en général. Les militants des droits de l'homme, on va dire en général. Merci, Michael Gazarian. Je vous en prie. Alors, cette visite du Premier ministre turc en France est bien sûr l'occasion de dénoncer la situation des droits de l'homme en Turquie, qui est un pays qui continue d'être la première prison au monde pour les journalistes. En ligne avec nous pour aborder ce sujet, Johan Bir, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le responsable Europe de Reporters sans frontières. Nous avons déjà eu le plaisir de vous avoir sur notre antenne. Cette venue à Paris et à Lyon du Premier ministre turc a surpris. Et on voit que, là on en a parlé avec Michael Gazarian, que ça va être l'occasion d'un grand show pour une nouvelle fois montrer la Turquie sous son meilleur jour, en tous les cas à destination des électeurs potentiels. Comment on peut tirer profit de cette visite pour dénoncer la situation en Turquie ? Effectivement, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement rappeler quelle est la situation actuelle des droits de l'homme et en particulier pour ce qui nous concerne de la liberté de la presse en Turquie. Alors vous avez mentionné que la Turquie était la première prison du monde. C'est heureusement quelque chose qui n'est plus le cas. C'est passé. On a eu quelques réformettes qui, en tout cas, ont aplani ce symptôme, qui était seulement l'un des symptômes du problème de la liberté de la presse en Turquie. Et donc, à l'heure actuelle, il n'y a, entre guillemets, plus que une vingtaine de journalistes emprisonnés en Turquie, dont au moins 5 le sont en lien avec leurs activités professionnelles. Donc la Turquie est repassée derrière la Chine, c'est ça ?
Voilà, la Turquie est repassée derrière la Chine, l'Iran et la Syrie. On a eu environ une quarantaine de libérations cette année, mais qui sont, je dois vraiment le souligner, des libérations provisoires, conditionnelles, en attendant le verdict. Et ce sont essentiellement des gestes politiques. Simplement, évidemment. La Turquie en avait évidemment marre d'être pointée du doigt à cette place qui était complètement aberrante, et donc a fait le nécessaire pour atténuer ce symptôme. Donc on verra bien comment ça va se passer lorsque les verdicts seront prononcés. Pour l'instant, évidemment, la plus grande vigilance est de mise, surtout que dans le fond, la situation de la liberté de la presse continue de se dégrader en Turquie. On a eu parallèlement à ces réformes, on va dire appréciables du système judiciaire, il y a également eu des réformes liberticides, comme notamment sur les services de renseignement, qui aujourd'hui bénéficient d'une impunité totale, la direction directe du Premier ministre, et ils ont carte blanche, et les journalistes... La liaison avec Johan Beer, la liaison avec votre téléphone, Johan Beer, n'est pas très bonne. Il y a des interruptions régulières de votre voix. Est-ce que vous pourriez vous déplacer peut-être pour avoir une qualité d'interview meilleure? Alors, en attendant, c'est bon? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, on vous entend, mais il y avait juste des petites coupures par moment. Allez-y. Désolé. Bon, j'espère que ça va aller. Donc, très rapidement, de toute façon, simplement pour rappeler que donc la situation continue de se dégrader. Je parlais de la loi sur les services de renseignement. Il y a également eu une loi sur Internet qui maintenant autorise les autorités à bloquer administrativement des sites Internet beaucoup plus facilement qu'auparavant, ce qui a entraîné de YouTube qui a été largement médiatisé peu avant les élections municipales. En parallèle, on a des ordres de censure purs et simples qui sont régulièrement pris, comme en ce moment l'interdiction faite aux médias turcs de mentionner les otages turcs en Syrie, en Irak, qui ont été pris en otage. Il y a quelques jours. De l'EIL, les médias turcs ont interdiction absolue d'en parler. Même si, la plupart d'entre eux passent outre, c'est quand même aberrant. Et l'impunité reste de mise. Je rappelle que l'an dernier, lors des manifestations de Gezi, pas moins de 153 journalistes ont été blessés alors qu'ils couvraient les manifestations simplement. 39 d'entre eux ont été interpellés et des procès continuent régulièrement, comme celui d'Erol Özkeray. Qu'on aura en ligne dans un instant au cours de cette émission, oui. Voilà. Alors, qui est poursuivi pour son livre sur Gezi. Le phénomène Gezi. On imagine que la présidentielle qui s'annonce pour le mois d'août va durcir les positions des autorités et la liberté de la presse va être encore plus restreinte s'il s'agit de faire barrage aux informations libres. C'est à la faveur d'une élection comme celle-ci l'occasion rêvée pour le pouvoir de museler la presse. Effectivement, la séquence électorale, elle a commencé en gros déjà depuis la fin de l'année dernière et elle explique en grande partie la crispation de l'exécutif actuellement et sa volonté de faire barrage aux informations, comme on l'a vu sur Internet, sur YouTube, etc. Il y a effectivement l'élection présidentielle qui s'annonce. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que l'AKP ne semble pas vraiment menacée par ces élections, comme l'ont confirmé les élections municipales ou qui ont donné un mandat clair à Recep Tayyip Erdogan. Mais il n'en reste pas moins que le parti au pouvoir maintenant depuis plus de 10 ans sombre dans une dérive liberticide qui s'explique peut-être en partie par l'usure du pouvoir, en tout cas avec la volonté très claire de ne céder le pouvoir à aucun prix, de museler la société civile et de contrôler tous les contre-pouvoirs. Le parti au pouvoir est actuellement engagé dans des luttes de pouvoir et d'influence avec des anciens alliés, notamment la communauté religieuse de Fethullah Gülen, qui est très présente dans la justice, dans la police, et donc il y a une lutte fratricide au sommet de l'État, dans toutes les institutions, et c'est en grande partie cette situation aussi qui explique la crispation des autorités, de l'exécutif, la reprise en main de la justice, etc., et les interférences quotidiennes qu'on observe dans la presse, puisqu'il y a eu ces dernières années une concentration croissante des médias
entre les mains d'entrepreneurs qui sont proches du parti au pouvoir, ou en tout cas qui sont soumis à ces influences, car ils sont dépendants de contrats publics. Et donc on a eu énormément, notamment l'an dernier, de licenciements de chroniqueurs gênants. On parle de quasiment une centaine de licenciements de chroniqueurs. Donc il reste en Turquie pour l'instant un paysage médiatique divers et pluraliste, mais véritablement il commence à être en danger. Et c'est quelque chose qui est vraiment très inquiétant. Johan Bir, Mourad Papazian veut intervenir. Oui, Johan Bir, merci. J'entends ce réquisitoire clair, précis, qui correspond en même temps à la vérité et à la réalité sur place. Je suis un peu étonné par le manque de solidarité des journalistes français par rapport à leurs confrères qui sont en difficulté en Turquie. Je ne ressens pas dans les médias français des réactions, des articles, la couverture justement des difficultés dont sont en proie les journalistes en Turquie. Vous, votre propos est très clair, très franchement, et merci pour eux, en tout cas de réagir de cette manière. Mais comment expliquer qu'il n'y ait pas une plus forte réaction ici en France ? Effectivement, c'est malheureux, et je partage en grande partie ce regret. Peut-être que il nous incombe à nous aussi de continuer à le dire davantage et à le faire savoir davantage et à continuer à mobiliser. Il y a eu une couverture importante, à mon sens, des difficultés des journalistes au moment de la révolte de Gezi et au moment où la Turquie était la première prison du monde pour les journalistes. Mais c'est vrai que depuis environ un an, le sujet a disparu des écrans radars à peu près aussi vite qu'il était arrivé. Et bon, malheureusement, ça c'est aussi le fonctionnement des médias, et Dieu sait qu'il y a des catastrophes dans le monde en ce moment, y compris pas très loin de la Turquie, que les journalistes privilégient. Mais c'est vrai que on ne devrait vraiment pas perdre de vue les enjeux très importants qui entourent. On a surtout l'impression que à part certaines communautés directement concernées par la Turquie, rares sont ceux qui comprennent que les agissements de l'État turc ne sont pas altruistes, que ce soit par rapport à la Turquie, que ce soit par rapport aux quelques libertés accordées aujourd'hui. Vous disiez il y a moins de journalistes en prison. On a l'impression que dès qu'il y a une amélioration ou un parti pris qui intéresse l'ensemble de la communauté internationale, on s'empresse de rebondir là-dessus parce qu'on a envie que la Turquie soit telle qu'on voudrait qu'elle soit. Je ne sais pas si... disons que en tout cas les autorités des pays occidentaux très clairement sont les premières à atténuer leurs critiques vis-à-vis de la Turquie, dans la mesure où on a besoin de la Turquie, en tout cas on le perçoit ainsi, pour essayer d'avancer sur la Syrie, sur l'Irak, etc. Donc, et puis de toute façon la diplomatie française est aujourd'hui essentiellement une diplomatie économique, ce qui aussi pèse très lourd dans la balance, étant donné le taux de croissance de la Turquie et le géant économique que c'est en passe de devenir. Donc il est vrai que ces enjeux-là, malheureusement, en tout cas dans les discours officiels et dans les prises de position officielles, priment. Oui, mais je faisais justement, Johan Bir, référence à la Syrie, parce que la Turquie a une position un peu ambiguë. Les Arméniens l'ont découvert à leurs dépens. Très clair. Une position très claire. C'était un euphémisme. La Turquie abrite les djihadistes qui s'entraînent, qui sont organisés en Turquie à la frontière de la Syrie. Donc l'attitude de la Turquie est très claire par rapport au soutien aux forces djihadistes qu'elle arme, qu'elle entraîne, qu'elle abrite, qu'elle finance et à qui elle donne des feux verts. Notamment, on l'a vu, et d'ailleurs dans Libération, il y avait un article éloquent au mois de mars sur Kessab, où ils expliquaient de quelle manière la Turquie avait donné son feu vert et avait encouragé les djihadistes à aller chasser les Arméniens de Kessab. Donc je pense que effectivement, mon on est loin était, du soutien à l'opposition populaire, à l'insurrection du début, quoi. C'est clairement un soutien à cet extrémisme. Aujourd'hui, il y a plus d'opposition démocratique de toute façon. Alors, votre réaction, Johan Bir, à cette Turquie-là, justement?
qui d'un côté... C'est pour ça que je disais, c'est ainsi qu'on le perçoit ou qu'on veut le percevoir, justement, et ça ne correspond pas forcément malheureusement aux faits, même si les autorités sont en train de s'en mordre les doigts et voilà. Maintenant, effectivement, on parlait des discours officiels et on ne peut que inciter à la fois les autorités françaises, l'Union européenne et autres à être beaucoup plus, et c'est vraiment un euphémisme, beaucoup plus vigoureux dans leurs exigences et leur dénonciation de la situation des droits de l'homme en Turquie. Dans le même temps, il y a peut-être une forme de baisse d'influence, par exemple, de l'Union européenne en Turquie, qui est très préjudiciable aux avancées sur les droits de l'homme. Et ça, dans une certaine mesure, cette baisse d'influence est aussi due à la mauvaise foi de l'Union européenne qui, pour bonne partie, n'a jamais vraiment voulu avancer, et donc dans une certaine mesure les autorités turques ont tourné le dos à l'Union européenne, et ça nous prive, nous, ONG de défense des droits de l'homme et société civile y compris turque, d'un moteur de plaidoyer assez important. Dans le même temps, la société civile turque continue de se mobiliser, mais c'est vrai qu'elle est dans une situation difficile. Alors on n'est pas encore dans des situations de pression telles qu'on peut les observer en Russie ou dans ce genre de pays, mais tout de même les espoirs qui avaient été suscités, notamment dans les premières années du mandat des mandats AKP, sont pour bonne partie douchés. Donc il appartient à la communauté internationale de soutenir cette société civile turque et de faire savoir très clairement à la Turquie que justement c'est un aspect dont on tient compte dans nos relations avec elle, et que on ne sera, que la réelle politique et l'économie ne sont pas celles en cause. Donc c'est vraiment très important, et effectivement de ce point de vue-là, vous avez raison, il est important que les journalistes continuent de couvrir ces sujets pour pouvoir continuer à informer l'opinion publique et faire pression sur les gouvernements. Alors en parlant de ces journalistes et intellectuels qui sont toujours en prison, il y a notamment Sevan Nishanian qui fait les frais aujourd'hui d'un franc-parler, d'éditoriaux, d'articles, de prise de position critiques pour le pouvoir, mais qui est officiellement en prison pour avoir construit illégalement un hôtel, un prétexte clair dans un pays où les constructions illégales sont légion. Alors Sevan Nishanian, est-ce que c'est une affaire pour vous emblématique ? C'est en tout cas une affaire qui révèle bien des travers. Effectivement, c'est une affaire où on veut faire taire un intellectuel connu pour ses prises de position dérangeantes, à la fois sur les droits des minorités, sur la laïcité, sur tout un tas de sujets. Et comme vous le dites, sous un prétexte commode qui est la construction illégale, que à peu près tout le monde pratique en Turquie, et notamment les autres bâtiments publics et officiels, on a réussi pour l'instant à le faire taire, et en plus il est dans des conditions de détention qui sont préoccupantes, avec il n'y a pas très longtemps l'isolement. Sa mise son placement en isolement. Donc effectivement, c'est une situation qui témoigne du deux poids deux mesures et de l'arbitraire qui continue à régner dans certains segments de la justice turque, et de la même manière on le voit dans le procès contre Erol Özkoray, qui est en ligne avec nous, donc je vais lui donner la parole. Je vous garde encore un instant, Johan Bir, pour que l'on puisse poursuivre avec Erol Özkoray. Bonjour. Ah, bonjour. Oui, merci d'être sur l'antenne d'IPFM. Donc vous êtes en ligne depuis un moment, vous avez pu entendre Johan Bir qui allait justement revenir. Raison, son exposé est excellent. Alors justement, Johan Bir allait revenir sur votre affaire. Avant de vous libérer, Johan Bir, justement, je profite que vous êtes tous les deux à l'antenne pour vous donner la parole si vous voulez échanger avec Erol.
Merci beaucoup pour tout ce que RSF a fait. Ils ont fait une sorte de déclaration sur mon cas qui a eu beaucoup de retentissement, surtout au niveau des médias étrangers européens. Alors on va rappeler, Johan Beer, en 2 mots, le cas, donc, Erol Özkoray. Ouais. Donc, c'est assez amusant effectivement de l'exposer avec Erol Özkoray en ligne, qui l'exposerait... que vous me demandez, bon, je vais le faire très parce que très vous avez quand même publié des communiqués et soutenu cette affaire, enfin soutenu Erol dans le combat qu'il oppose à la justice turque. Il s'agit d'un livre publié par Erol Özkoray et son épouse récemment sur le phénomène Gezi, donc une analyse politique et sociologique de ce qui s'est passé l'an dernier et de la révolte qui a secoué la Turquie. Et ce livre comprend une section, un chapitre qui tout simplement recense un certain nombre de slogans, de graffitis qui étaient tracés sur les murs en ville, et des graffitis qui souvent étaient très ironiques, très mordants à l'égard. Et donc, alors, Johan Beer, la liaison avec votre téléphone n'est pas bonne. Je vais être obligée de vous rendre l'antenne, enfin de vous libérer. Et en tout cas, merci pour votre intervention ce matin et l'éclairage que vous avez apporté. Et le combat que mène Reporters sans frontières n'est pas simple. Il est compris en tout cas pour ses difficultés par les représentants de la communauté arménienne. Le CCF sait ce que c'est que de se battre contre la Turquie. Moulad Papazian. Un dernier mot pour Johan Beer. Oui, d'abord merci en tout cas pour l'action de Reporters sans frontières, qui est une action remarquable, mais je pense qu'il y a peut-être un accent à mener auprès des journalistes français pour qu'ils se mobilisent plus en faveur des journalistes emprisonnés dans le monde, et en particulier là on fait un focus sur la Turquie. Je pense que à chaque fois qu'un représentant de l'État turc vient à Paris, et la visite de Erdogan était une occasion pour libérer un peu plus la pratique journalistique en Turquie. Je pense que si les journalistes du monde entier pouvaient à un moment donné s'exprimer, et là parlons plutôt des journalistes français, ce serait pour leurs confrères en Turquie une vraie bouffée d'air frais. Merci Johan Beer. Merci à vous. Merci. Alors, Erol Özkoray, Johan Beer était en train d'expliquer rapidement votre affaire. On en a longuement parlé sur l'antenne d'AIPFM, donc vous êtes actuellement poursuivi pour le chapitre dont parlait Johan Beer, qui concerne des graffitis anti-Erdogan que vous n'avez fait que reprendre dans votre livre, dont vous n'êtes pas l'auteur direct, évidemment, et la justice a saisi en fait ce prétexte pour intenter une action judiciaire. Ce sont des slogans anonymes, donc au total il y en a 4 graffitis, soi-disant qui insultent le Premier ministre. Moi je ne fais que reproduire ce qui a été déjà créé par des civils d'une façon anonyme. Donc il n'y a pas de loi non plus pour cet crime, donc pas de loi, pas de peine. Donc c'est une sorte de commedia dell'arte. Il n'y a pas de loi, mais ils veulent m'emprisonner pour 32 mois. Mais j'ai l'habitude de ce genre de procès. C'est mon 17e procès, donc 16 avec l'armée turque, donc 1 avec les islamistes. Donc j'ai fait le total. Donc toutes les forces antidémocratiques et autoritaires en Turquie m'ont traîné en justice, mais j'ai gagné les 16 avec les militaires. Je vais gagner le 17e. Le dernier procès avec les islamistes aussi. Mais là, je suis devenu un professionnel de ce genre de procès. Je suis devenu un avocat amateur aussi. Donc je ne crains rien. Mais j'utilise ça, bien sûr, pour une lutte politique. Je fais de pure politique actuellement. C'est-à-dire, je laisse tomber le côté de la liberté de presse, d'expression, etc. J'utilise ça pour lutter politiquement contre le fascisme vert rampant islamique de Erdogan. Et le prochain procès, ça va être la prochaine audience, c'est le 23 septembre. Donc ça va être juste après les élections présidentielles. Donc nous avons choisi ça.
et nous avons c'était le 17 de ce mois-ci, la dernière audience. Oui. On s'est pas présenté pour la remettre après les élections pour pouvoir lutter et utiliser ce dossier contre ce régime islamique. Alors, Erol Skoraï... Ce qui est important pour nous, c'est ce qui se passe, pas au niveau des personnes aussi, c'est pas tellement important. On prend Erdogan quand on fait des analyses, etc., quand on cite son nom, c'est comme si c'est un premier ministre normal, etc., mais c'est quelqu'un qui est complètement, qui a perdu complètement son... comment dirais-je, sa stature, pas dans l'égalité. Sa stature internationale. Oui, mais aussi, comment dirais-je, il a perdu son... politiquement, il n'est plus valable. Sa légitimité ? La légitimité, oui. Il a perdu sa légitimité Pourtant, depuis fort longtemps. Oui. C'est pas quelqu'un de légitime. Donc, d'accord. Toute notre lutte était là-dessus. Bien sûr, mais c'est quelqu'un qui est illégitime. Erol Skoraï, effectivement, c'est ce que vous nous expliquez. Mais d'un autre côté, lorsque l'on écoute le représentant des organisations turques de France, le président d'honneur du Centre culturel franco-turc de Lyon, qui nous dit Erdogan a gagné toutes les élections depuis 2002 en améliorant son score à chaque fois. Personne ne peut nier cela. C'est pas important. Hitler aussi avait gagné. Les peuples peuvent se tromper, mais gagner les élections, même s'ils obtiennent 90%, il a perdu sa légitimité depuis Gezi, parce que il a commis une sorte de crime contre l'humanité. Il a blessé 8 000 personnes, entre 8 et 10 000 personnes. Il a tué 8 personnes. Donc, et lui, en plus, il a dit qu'il était responsable de donner ses ordres à la police. Donc, il est responsable de premier plan dans tous ces événements. Donc, il a commis d'autres crimes de guerre, par exemple, contre la Syrie actuellement en Irak, avec cette djihadiste extrémiste qui est le EIL, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant. Il est derrière, en tant que pays et gouvernement, ils sont derrière cette organisation. C'est insensé quand même. Donc, de ce côté-là aussi, il a perdu sa légitimité. De notre côté, tout ce qui est corruption, selon la Transparency International, dont le siège se trouve à Berlin, c'est le pays le plus corrompu avec la Russie. Il bat tous les records. Bon, ils ont perdu la première place concernant l'emprisonnement des journalistes, mais il y a beaucoup d'étudiants et de jeunes qui sont emprisonnés. Là, la Turquie bat son record. Les politiciens ont été libérés, certains, mais je crois que on est on est en ex-aequo en matière d'emprisonnement des politiciens avec l'Iran et la Chine, je crois. Donc, ce n'est pas, on ne gouverne pas de cette manière ce pays et on ne dit pas à haute voix ce que c'est devenu le régime de ce pays. Il ne faut pas avoir peur. Actuellement, ce pays est devenu une république sunnite islamique. Personne ne dit à haute voix, mais avec tous les rouages qu'il a changés depuis, surtout les dernières élections en 2011, il change en profondeur les institutions de l'État et le concept de l'État républicain et laïque aussi. Et donc, tout ça, ce sont de très graves dangers pour l'avenir du pays et nous sommes à 2 mois des élections présidentielles. Alors, Erol Skoraï, Moudad Papazian veut reprendre. Mon cher Erol, nous entendons ton propos avec beaucoup de plaisir et je dois dire que avec beaucoup de respect aussi, on constate que ton enthousiasme à défendre les droits de l'homme, la démocratie en Turquie et surtout de remettre la Turquie sur les bons rails, ton enthousiasme est éloquent et tu sais que tu as tout notre soutien, le soutien du CCF, de la communauté arménienne évidemment, parce que tu es un démocrate. Je voudrais juste rappeler une chose, je pense qu'on est d'accord, c'est sur les mots qu'on peut se différencier, mais en réalité, malheureusement, Erdogan va renforcer sa légitimité au mois d'août en étant élu président de la République, premier président de la République élu au suffrage universel, et ça lui donne la légitimité. Non, ce qui est plus grave, justement, c'est que ce dirigeant
extrémiste qui se prend pour l'Atatürk du XXIe siècle, avec les relents autoritaires que tu as souligné, extrémiste, va être élu par le suffrage universel. C'est ma conviction, on peut se tromper, j'espère me tromper, mais c'est ma conviction. En fait, s'il est élu, ça voudra dire qu'il aura entraîné la Turquie dans une posture de régression. C'est-à-dire qu'il aura, comme tu l'as souligné, mis en place une république islamique sunnite, extrémiste, radicale, et qui n'a plus rien à voir, si tant est qu'à un moment donné, elle est à voir avec les standards européens. Ce qui veut dire la Turquie recule véritablement dans sa possibilité d'intégrer l'Union européenne. Et tout à l'heure, je le disais en t'ayant interrompu, Erdogan, aujourd'hui, est en train d'hypothéquer totalement sa stature internationale. On le voit bien en Europe, au cours de toutes les tournées qu'il a fait, il a été reçu de manière gênée par les chefs d'État et de gouvernement. Et je voudrais juste signaler aussi que lorsque le président de la République française, François Hollande, est allé en Turquie au mois de janvier, il a évité Erdogan. Il a eu un entretien avec Erdogan, mais il a été reçu par Gül. Et donc, ce qui signifie qu'il est en train de s'isoler et que le prochain président de la République turque risque d'être un président élu en Turquie, mais isolé sur le plan international. Erol Skorel. Tout à fait d'accord. C'est quelqu'un dont l'Occident n'en veut plus. Ça, c'est très net et clair. Ni Washington, ni l'Union européenne ne veut plus de lui. Ils ne disent pas ouvertement, ils ne disent pas officiellement, mais officieusement, on sait qu'ils ont rayé de leur carte Erdogan. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est important concernant les élections, comme avait dit Murat Papazian, et je remercie beaucoup aussi pour le soutien de CCAF et toute la communauté arménienne, qui sont vraiment mes frères. Donc on va continuer cette lutte pour la démocratie et la reconnaissance du génocide des Arméniens avec eux, et à Paris, et à Istanbul, et en Turquie. Et cette élection présidentielle, c'est une première, effectivement, en Turquie, au suffrage universel. Avant, c'était le Parlement qui élisait le président de la République, qui était un président, comment dirais-je, honorifique. Tout à fait. C'était comme en Allemagne, vous voyez. Mais de notre côté, le fait qu'il soit élu par le suffrage universel le prouve qu'il devient le vrai patron de l'exécutif. Mais par contre, la Constitution, qui est la Constitution du coup d'État de 1980, ne donne pas les pouvoirs suffisant à l'exécutif, dans le sens où on entend par exemple en France un système semi-présidentiel, ou bien aux États-Unis un système présidentiel. Donc ça va être un président qui boite, qui n'a pas de pouvoir pour exercer son rôle de vrai chef de l'exécutif. Donc l'exécutif ainsi va devenir bicéphale avec un Premier ministre, sous ses ordres bien sûr, mais personne ne peut accepter en politique d'être un esclave de son supérieur. Donc il va y avoir un clash très très rapidement, il va y avoir une très grande crise des institutions. Si Erdogan est, je vous répète, s'il est candidat et s'il est élu. Maintenant, revoyons l'état de la de politique au niveau des votes, le soutien politique d'Erdogan et de l'AKP en Turquie. Et comme vous le savez, il y a eu le mois dernier une grande catastrophe minière à Soma, en Égée. Il y a eu plus de 300 victimes. Oui. Dont des mineurs qui ont été tués. Donc, après cette catastrophe, la façon dont le pouvoir a géré cette crise, nous avons des sondages d'opinion dans ce sens-là. Erdogan, qui avait obtenu le 30 mars dernier aux élections locales 45% de voix, a baissé sous la barre de 40%. Donc il était au 38-39%. Et après ça, il y a eu, bien sûr, ce grand scandale de l'EIL, c'était l'État islamique en Irak et au Levant, qui a pris en otage les diplomates turcs, et la population turque a su
que ce gouvernement était derrière ces djihadistes extrémistes. Donc là, je n'ai pas les données actuelles, mais il saigne à blanc, à mon avis, concernant le plein des voix des électeurs conservateurs, parce que islamiste ne veut pas dire en même temps qui englobe pas les musulmans croyants, etc., qui sont pacifiques et qui sont démocrates aussi, qui peuvent être laïcs aussi en même temps. Donc tous ces gens-là sont très très énervés face à ce danger qu'encourt la politique d'Erdogan concernant au Moyen-Orient et la Turquie, risque de se plonger dans cette guerre intestine politique et islamique du Moyen-Orient. Donc tout ça, ça fonctionne, ça marche contre Erdogan. De notre côté, il y a eu un candidat de l'Union, c'est-à-dire le parti kémaliste CHP et le parti nationaliste MHP ont un seul candidat, ils ont annoncé, c'est un professeur de théologie. Il s'appelle Ekmeleddin İhsanoğlu, son nom est très compliqué. On l'appelle Ekmel, c'est lui qui a même dit. Donc ce monsieur Ekmel, qui est professeur de théologie, bon, il est musulman aussi bien sûr, mais c'est quelqu'un de bourgeois, beaucoup plus aristocrate par rapport à Erdogan, qui est devenu, comme vous le savez, la bête noire de toutes les démocrates et de toutes les civils, disons, citadins de Turquie. Donc ça veut dire que ces voix vont être divisées, vont être cette dynamique qu'il a emportée jusqu'au pouvoir va avoir un coup sévère. Oui. Donc c'est pour ça qu'il n'a même pas annoncé, il n'a même pas pu annoncer sa candidature. Elle n'est pas encore annoncée officiellement, effectivement. Non, et il est sous le choc. Il est sous le choc de cette annonce de candidature. Bon, pour nous. Alors, et des sociodémocrates, etc. C'est très grave parce que il n'y a pas une alternance au pouvoir finalement. Bon, le fait d'éliminer Erdogan, c'est très important parce que s'il est élu, ça va être une très grande catastrophe. Erol, cher ami, mon ami Erol, il faut faire émerger des leaders démocrates en Turquie. Ça suffit d'être prisonnier entre les antidémocrates kémalistes et les antidémocrates de l'AKP. À un moment donné, il est important que les personnalités comme toi et comme tous ceux qui sont avec toi puissent faire émerger des forces politiques véritablement démocratiques et qui puissent dans la population avoir un écho et qui puissent pouvoir mettre en danger cette espèce de pouvoir pris en otage par les uns et par les autres depuis près de 100 ans. Nous aurons notre candidat aussi, bien sûr. Moi, je parle de la cassure de cette dynamique concernant AKP, concernant ses propres voix. Le HDP, le Parti démocratique des peuples, va avoir son propre candidat, un grand démocrate, qui va mettre les choses au point, qui va mettre les points sur les i, et pour mettre la Turquie sur les vraies valeurs universelles, à savoir les libertés, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité et la justice. Donc, nous allons avoir et on va éduquer cette population avec ce candidat. Erol Ezkoray, merci pour cette analyse. On vous interrompt parce qu'il faut qu'on poursuive cette émission qui va bientôt rentrer dans sa dernière partie. Nous reviendrons bien sûr sur cette élection présidentielle en Turquie. Nous aurons l'occasion de suivre votre actualité, que l'on espère qu'il y aura une issue heureuse, comme vous l'espérez. Oui. Juste deux mots concernant, par exemple, la manifestation d'Erdogan en France. Quand on dit turc, ses supporters, ils l'amènent par des cars aussi de l'Allemagne, un peu partout de l'Europe. Mais les vrais démocrates en Turquie, qui sont des démocrates des grandes villes de Turquie, ou bien les Kurdes, les Alévis, sont plus nombreux que ces supporters. Il ne faut jamais oublier ça. Quand on dit Turcs comme ça en Europe, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a les Kurdes, par exemple, les Kurdes sont beaucoup plus nombreux en France que par rapport aux Turcs. Les Alévis sont très nombreux, qui ont des valeurs universelles, etc. Donc, même en Cologne, par exemple, les anti-manifestants, ceux qui manifestaient contre Erdogan étaient beaucoup plus nombreux par rapport à ses supporters. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Nous sommes plus nombreux en Europe par rapport à ces supporters islamiques.
Merci, Erol Özkoray. Et donc, nous suivrons évidemment votre actualité judiciaire. Alors, nous entrons dans la dernière partie de cette émission et je voudrais qu'on revienne à l'actualité immédiate qui nous a réunis aujourd'hui, à savoir la présence à Lyon de Recep Tayyip Erdogan dans le cadre d'une tournée électorale. Alors, tout à l'heure, Mickaël Casarian disait c'est une affaire interne, donc communautaire. En même temps, c'est de la politique étrangère qui se déplace en France. Il y a plusieurs plans dans cette histoire et surtout est-ce que les Arméniens de France, enfin non, les Français d'origine arménienne ne sont pas directement concernés, à savoir, est-ce qu'il pourrait y avoir des débordements négationnistes durant ce meeting? Et encore une fois, comment on fait pour être protégé, pour protéger la mémoire des descendants des victimes et des victimes elles-mêmes? Ça rejoint donc le mot d'ordre qui est celui du CCAF, qui demande une législation pour lutter contre le négationnisme. Comment on peut remettre au goût du jour la nécessité d'une loi à la faveur de la présence d'Erdogan? Le processus pour l'adoption d'une loi, d'un projet de loi antinégationniste n'est absolument pas interrompu. C'est-à-dire que le CCAF et les forces politiques de la communauté arménienne sont effectivement sur ce sujet, ont interpellé à plusieurs reprises l'actuel président de la République pour qu'il respecte ses promesses et ses engagements sur le sujet. Et donc nous avons, avec le gouvernement français, un processus de collaboration pour que cette loi puisse véritablement être adoptée et échapper à la censure du Conseil constitutionnel, qui sera de toute façon saisi au terme de l'adoption parlementaire du projet de loi. Et donc, comme il a déjà été censuré une première fois, une nouvelle censure porterait fortement préjudice à notre combat. Donc nous sommes d'accord avec le président de la République française pour mettre en place un process qui soit juridiquement ultra sécurisé. Nous travaillons, ça fait partie de notre programme, ça fait partie de ses engagements et nous avons avec lui des accords sur le sujet. Croyez bien, Asmik Papazian, je comprends bien l'impatience de la communauté arménienne, des Français d'origine arménienne. Les plus impatients sur ce sujet sont les militants, sont ceux qui portent ce dossier au jour le jour depuis 2006, c'est-à-dire depuis 8 ans, et qui souhaiterait effectivement qu'il ait une traduction positive. Alors Mickaël Casarian disait qu'il avait demandé, que la délégation du CCAF avait demandé au préfet du Rhône d'interdire la tenue de ce meeting, ce qui évidemment est difficile à obtenir. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu possibilité de demander une interdiction au motif de risque de trouble à l'ordre public? Je pense que s'ils avaient prévu une manifestation extérieure, on aurait pu effectivement réussir à faire interdire, reporter ou entendre déporter en tout cas la manifestation. Là, on est dans un cadre privé où une association loue un espace privé où le Premier ministre turc fait une visite privée en Europe. Donc c'est difficile effectivement juridiquement parce qu'après il peut y avoir des recours sans indiquer le scandale d'État que cela peut entraîner. En tout cas, nous serons très attentifs à la teneur du discours du Premier ministre turc aujourd'hui à Eurexpo parce que nul doute que ce sera encore une fois un discours extrémiste, radical, chauvin, raciste et négationniste. Alors, malgré tout, Recep Tayyip Erdogan n'est pas Perinçek. Je fais le parallèle puisque Dogu Perinçek, le président des travailleurs de l'Union des travailleurs turcs de France, qui en Suisse a tenu des meetings durant lesquels il avait clairement dit que le génocide arménien est un mensonge international. On imagine peu Erdogan arriver avec des discours aussi, avec des gros sabots, comme on dit en français, et tenir des propos aussi précis. En France. En France. Parce qu'il est en Turquie régulièrement. Oui, mais pour l'attaquer, pour éventuellement appuyer la nécessité d'une loi pour lutter contre le négationnisme, on imagine mal qu'Erdogan puisse, à la tribune de Rexpo, dire « Bon, concernant le génocide arménien, ne vous inquiétez pas, j'ai présenté mes condoléances pour couper court à toute revendication concernant ce mensonge international. » Évidemment, pas de cette manière. En revanche, je pense qu'il n'y aura aucune ouverture dans ce meeting, à quelques mois des cérémonies du centenaire du génocide arménien, aucune ouverture, aucun signe, aucune main tendue. Au contraire, je pense que de manière très habile, Erdogan réitérera sa posture négationniste en France. De manière très habile. Du génocide arménien, de manière
très habile. Et c'est là toute la difficulté à laquelle sont confrontés les Arméniens de France depuis cette fameuse lettre de condoléances depuis le 23 avril où régulièrement on renvoie aux Arméniens le fait que le Premier ministre a fait un pas en avant, qu'il s'est assoupli. Ça a duré 2 heures, Asmil. Ça a duré 2 heures. Je pense qu'au début, effectivement, il y a eu une surprise dans les médias, les personnalités qui ont même cru qu'il s'agissait d'un vrai premier pas, mais vous vous souvenez bien qu'une semaine après, donc Erdogan a fait lui sa mise au point en disant que son propos a été mal interprété, qu'il s'agissait absolument pas d'une reconnaissance d'un génocide qui n'avait pas eu lieu selon lui, et donc il a fait cette mise au point. Et personne n'était dupe, les gens ont été dupes 2 heures. Il y a quelques jours encore, Orhan Pamuk, le prix Nobel de littérature, était interviewé par le Nouvel Observateur, et notamment sur cette question. Donc c'est encore d'actualité dans les mémoires pour la presse en France. On essaye encore d'utiliser cette lettre pour éventuellement dire que la Turquie n'est plus celle qu'elle était et qu'elle s'assouplit. Ah, les journalistes. Alors, nous sommes en ligne avec le dernier invité de cette émission, Loris Toufanian, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Nolserunt et on l'a dit dès le début de cette émission, le Nolserunt a organisé déjà une action sur Lyon pour protester contre le meeting qui aura lieu à Eurexpo. Quelle est la suite que vous donnez aujourd'hui à la campagne d'affichage que vous avez entamée hier ? Écoutez, alors on appelle donc à se joindre à la manifestation du Front de gauche à midi, place Carnot à Lyon. C'est le minimum qu'on pouvait faire. Alors, pas seulement contre la venue pas seulement contre le meeting d'Erdogan à Eurexpo, mais aussi contre la venue d'Erdogan en France, dans le pays des droits de l'homme, où c'est la vieille tradition de la cause arménienne, généralement, de protester à chaque fois qu'un responsable de l'État turc vient en France, dans la stratégie de pourrissement des relations internationales, voilà, de la Turquie, au maximum. Maintenant, ce qu'il en est, donc, c'est que je vous ai dit que c'était le minimum qu'on pouvait faire, de mobiliser et d'appeler à la manifestation contre cet État qui met les journalistes, les étudiants, les syndicalistes et les intellectuels en prison et qui vient essayer de faire bonne figure en France. Et la preuve en est que ça ne marche pas, c'est que ceux qui ont lancé ces mouvements de protestation ne sont pas directement les militants de la cause arménienne, on peut peut-être déplorer, mais c'est aussi les militants des droits de l'homme en France. C'est important de le souligner, parce que ça veut dire que le combat dépasse la communauté et qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble des démocrates, de la noirceur des autorités et du pouvoir en place à Ankara. Alors effectivement, maintenant il faut aussi rappeler aux démocrates en France, en Europe et en Turquie que le principal problème qu'a la Turquie, la mère de toutes ces oppressions et de tous ces manquements à la démocratie, c'est la question du génocide arménien et le fait qu'il soit resté impuni jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, c'est important. C'est un peu la pierre de base, la fondation de la dureté du pouvoir en place en Turquie. Effectivement. Mourad Papazian, sur cette action qui est menée par le Nolserunt à Lyon. Oui, elle a tout le soutien du CCAF, de la communauté arménienne. C'est le rôle de la jeunesse arménienne et je remercie le Nolserunt d'être tout le temps mobilisé, tout le temps sur la brèche, tout le temps sur l'action. C'est le rôle de la jeunesse arménienne effectivement d'être présent et de traquer en fait l'injustice. Et merci encore aux militants du Nolserunt pour cet investissement militant. Donc vous serez présent dans ce rassemblement avec des panneaux plus spécifiques en quelque sorte. Ah oui, avec les pancartes qui affirment les revendications traditionnelles de la cause arménienne, telles que Turquie hors de nos terres ou Erdogan assassin. Voilà, histoire de rappeler nos revendications aux démocrates et surtout au Premier ministre turc. C'est ça, donc partie prenante du rassemblement avec le mot d'ordre général pour défendre les droits de l'homme en Turquie, en rappelant la spécificité du combat mené par les Arméniens. Exactement. Merci Loris Toufanian pour ce point donc rapide sur le rassemblement qui aura lieu aujourd'hui à Lyon. Alors pour conclure, Mourad Papazian, on a rapidement évoqué la Syrie, mais c'est quand même aujourd'hui l'actualité qui permettrait pourtant d'insister sur le double visage de cet État qui, d'un côté, semble vouloir soutenir les mouvements révolutionnaires et qui, de l'autre côté, arme les extrémistes. Et on ne sait plus, en fin de compte, à quel sein se vouer.
pour employer une expression qui n'est pas très adaptée dans le contexte, mais est-ce que la Turquie, c'est un pays sur lequel on peut s'appuyer, donc on continue à le ménager? C'est ce que faisaient jusqu'à présent les États-Unis, avec la guerre en Irak. Mais aujourd'hui, là, le masque est tombé quand même. Je pense que les Occidentaux ont compris qu'ils ne pouvaient pas avoir confiance en la Turquie. À la faveur de la guerre en Irak, à la faveur de la guerre en Syrie, on se rend bien compte que, en réalité, ceux qui ont été les relais des Occidentaux, l'armée syrienne libre est totalement désarmée aujourd'hui, politiquement ne représente plus l'opposition et que l'opposition est aujourd'hui dominée par les djihadistes, les mercenaires et un certain nombre d'États extrémistes et radicaux qui profitent de la situation pour faire de la Syrie une république islamiste sunnite. Et la Turquie est l'État le plus puissant. Elle n'est pas le seul, elle est accompagnée par les Qataris et par les Saoudiens, mais la Turquie est l'État le plus puissant, frontalier, qui permet effectivement à ces djihadistes d'être entraînés, d'être armés, d'être financés et de pouvoir véritablement mener leurs opérations en Syrie et revenir se ressourcer en Turquie. Surtout. Et donc, elle bénéficie d'un repli tactique et stratégique important. Et je pense que les Occidentaux ont totalement compris qu'ils ne pouvaient absolument pas compter sur la Turquie, que la Turquie ne pouvait pas être leur relais. Et en réalité, c'est toute l'affaire des révolutions arabes qui est un véritable fiasco, puisque finalement on a réussi à remplacer des dictateurs militaires, des dictatures militaires, des dictatures par des dictatures religieuses sur lesquelles on n'a plus de contrôle. Oui, des dictatures laïques, vous voulez dire. Dictatures laïques sur lesquelles on avait un petit contrôle, qui était inoffensif sur le plan international, même si les peuples étaient véritablement maltraités. Mais là, les peuples sont encore plus maltraités et les nouveaux dictateurs, il n'y a pas de prise sur eux. Donc c'est un véritable fiasco, voilà. Et c'est le fiasco de la politique américaine depuis des dizaines d'années en réalité. Et il faudrait absolument que la France se sorte en fait de cette zone d'influence américaine, et elle le fait un petit peu, pour avoir sa propre politique étrangère et gérer ses propres intérêts et de chanter sa propre musique qui est plutôt celle des droits de l'homme plutôt que celle de l'impérialisme. Alors on peut espérer que tous ceux qui se battent pour les droits de l'homme en Turquie et les Arméniens qui se battent pour la reconnaissance de leurs droits pourront peut-être bénéficier de cet effritement dans l'opinion internationale, du moins auprès des grandes puissances, de la Turquie, pour pouvoir faire avancer leur combat. Oui, mais les masques tombent encore plus. Et demain, si Erdogan est élu président de la République, comme je le pense vraiment, les masques tomberont encore plus et la Turquie sera encore plus discréditée sur le plan international. Donc l'histoire fait son œuvre, le temps fait son œuvre finalement. Le temps fait son œuvre, mais ce n'est pas vers le progrès malheureusement. Et je crois qu'on a tous intérêt à ce que la Turquie progresse plutôt que régresse. Et on a plus intérêt à ce que la Turquie revienne dans le giron des États démocratiques parce qu'on a à construire avec elle plutôt que qu'elle aille s'enfermer. De son durcissement. Absolument. Merci Mourad Papazian pour votre présence tout au long de cette émission. Merci à tous nos invités par téléphone. Michael Kassarian, responsable CCAF Rhône-Alpes, Johan Bier de Reporters sans frontières, Erol Özkoray, journaliste et qui est actuellement poursuivi par la justice turque, et Loris Toufayan de Nursejout. Un dernier mot ? Un dernier mot, puisqu'on a parlé de la Syrie assez rapidement, sous l'angle géopolitique plutôt que sous l'angle de la communauté arménienne qui souffre beaucoup, que ce soit à Alep, que ce soit à Kessab ou que ce soit dans tout le pays. Donc il est important que le monde arménien dans son entier soutienne les compatriotes en Syrie au quotidien. Et il y a un radioton qui est organisé samedi prochain sur les 3 radios, AFM, Radio Arménie, Radio A. Je lance un appel à toute la communauté pour qu'elle participe et qu'elle apporte son soutien financier au quotidien, au jour le jour, aux besoins de base de nos compatriotes qui vivent un véritable calvaire, un véritable cauchemar en Syrie. Samedi prochain, de 9h à 14h, sur les 3 radios arméniennes de France, effectivement, Radioton en faveur des Arméniens de Syrie. Encore merci, Mourad Papazian. À bientôt. Au revoir.
sur table. Une émission proposée par Hype FM.